Sur l'île de Banka, les forêts cachent des paysages dévastés. Ici, une trentaine d'hectares a été rasée afin d'exploiter un gisement d'étain. Sur cette plaine où plus rien ne poussera jamais, les sols ont été terrassés et inondés, transformés en un vaste étang boueux. Par 40 degrés, une vingtaine de mineurs creusent sans relâche. Leur technique d'extraction s'appelle Rajouk. À l'aide d'une tige de forage, ils transpercent le sous-sol à 8 mètres de profondeur. Nous avons tous la même technique pour extraire l'étain. Parfois, elle est compliquée à mettre en œuvre. Le sol est dur et le forage prend plus de temps. Ça arrive aussi que la corde qui sert à remonter la tige se casse ou que le tuyau qui pompe le sable se coince au fond de l'eau. Il faut alors plonger. Mais sinon, lorsque tout fonctionne, le travail est plutôt facile. Au milieu des gueules sales des autres mineurs, Ikran, 13 ans. Il travaille ici 9 heures par jour, 6 jours sur 7. Il a abandonné l'école il y a 2 ans pour devenir mineur comme son père. C'est moi qui ai décidé de quitter l'école. Personne ne m'a forcé. Être mineur, c'est difficile au début. Il y a des accidents et on se fait souvent mal. Mais maintenant, ça va, je me suis habitué. La plupart des enfants mineurs de Banka travaillent avec leurs parents, parfois sur les forages, le plus souvent au nettoyage du sable. Ikran sait le pétrir à la manière des chercheurs d'or. C'est son père qui lui a appris les gestes. Il les répète inlassablement jusqu'à faire apparaître cette pâte noire, lourde et compacte. C'est de la cassitérite, le minerai d'étain. À le voir remplir son sac à ras-bord, on devine son excitation à peser son pactole. Elle a lieu sous la surveillance de la propriétaire du terrain. Elle ne détient aucun permis d'extraction, mais elle autorise les mineurs à l'exploiter à condition qu'ils lui reversent 10% de leur butin. Ikran et son père ont extrait ce jour-là 60 kilos de minerai. À la revente, ils pourront gagner dans les 300 €, un mois de salaire moyen en Indonésie. Une fortune qui explique pourquoi sur l'île, tous sont gagnés par la fièvre de l'étain. Un Eldorado, voilà de quoi rêvent les 100 000 mineurs de Banka. La plupart sont venus des 4 coins de l'archipel pour exploiter le filon. Située sur la Tin Belt, une zone d'Asie du Sud-Est qui concentre les plus grands gisements de la planète, l'île fournit l'essentiel de la production du pays. 80 000 tonnes en sont extraites chaque année, destinées aux géants de l'informatique et de la téléphonie. Plusieurs compagnies minières se partagent le marché, parmi elles PT Timah, le plus gros producteur de l'île. Dans mon portable, il y a donc forcément de l'étain provenant de Banka. Oui, en effet. L'étain de Banka est vendu dans le monde entier? Je suppose, oui. L'Indonésie produit plus d'un quart de la production mondiale. La moitié de la production vient de Chine. Mais les Chinois consomment leur étain sur leur marché intérieur. Ils n'exportent pas. En dehors de la Chine, 50% de la consommation mondiale d'étain provient donc d'Indonésie. À ce jour, 1075 concessions minières sont enregistrées sur l'île. Mais il en existerait des milliers d'autres exploitées de façon illégale, échappant à tout contrôle des autorités. Comme ici, à Muntok. Dans cette ancienne carrière abandonnée, une cinquantaine de mineurs pillent les dernières ressources. Il suffit de creuser toujours plus profond pour récolter quelques kilos. Chaque jour, Sofiane, 33 ans, descend dans son trou à 15 mètres de profondeur. Il y travaille sans protection, à la merci des glissements de terrain. Nous n'avons pas les moyens d'utiliser des machines pour terrasser la mine.
Alors nous nous servons de simples pioches. C'est plus dangereux car les étais sont moins solides. Il peut y avoir des éboulements. Mais on essaie d'être prudent. Je me rappelle qu'un jour, la paroi d'une mine s'est effondrée et j'ai dû fuir rapidement. L'appât du gain leur fait prendre tous les risques. Aucune statistique officielle ne comptabilise le nombre d'accidents, mais il serait entre 100 et 150 à perdre la vie chaque année. Comme ici, près de la capitale Pangkal Pinang. Des pluies diluviennes n'ont laissé aucune chance à 4 mineurs ensevelis vivants. Malgré le danger, Sofiane n'a pas l'intention de changer de métier. Il souhaite même investir dans une pelleteuse pour accroître ses rendements. Avant, je travaillais comme chauffeur routier. Je transportais du poisson. Tout le monde sait que les mines rapportent beaucoup d'argent. J'ai donc changé de métier. Avec 2 associés, on a tout de suite trouvé de l'étain en quantité et mes revenus ont augmenté. En tant que chauffeur, je touchais 200 000 roupias par jour. Aujourd'hui, je peux gagner jusqu'à 5 fois plus. À la tombée de la nuit, la cassitérite, extraite illégalement, s'échange à l'abri des regards. Alfonso est négociant. Chaque soir, il reçoit chez lui entre 20 et 30 clients. Les mineurs viennent directement chez moi pour peser leur étain. Puis je fixe un prix d'achat qui dépend du poids et de la qualité. Ce que je regarde surtout, c'est le pourcentage d'étain contenu dans le minerai. Je vérifie aussi qu'ils ne contiennent pas d'autres métaux. Alfonso paye cash entre 4 et 6 euros du kilo. Chaque mois, il en achète près de 2 tonnes. La cassitérite est ensuite revendue à des grossistes, puis à des fonderies qui la transformeront en lingots d'étain. Pour limiter la contrebande, la compagnie Petetima est la seule depuis 2016 à pouvoir les stocker et les exporter. Le marché est florissant. Depuis 1 an et la pandémie de Covid-19, le cours de l'étain a flambé à plus de 22 000 $ la tonne. Des experts en géologie ont réalisé pour nous des études du sous-sol de Bangka. Et d'après leurs résultats, les stocks d'étain s'élèveraient à plus d'1 million de tonnes. Nous avons d'ailleurs commencé à prospecter de nouveaux sites, à creuser la roche primaire avec des procédés d'extraction différents. À mon avis, dans plus de 50 ans, nous serons toujours là. Nous continuerons d'exploiter des gisements et nous continuerons d'en trouver d'autres. Une catastrophe écologique et des séquelles irréversibles. L'ONG Wali, les Amis de la Terre, dénonce depuis plusieurs années ces ravages. Selon elle, les mines occuperaient les 3/4 de la superficie de l'île, soit 600 000 hectares. 65% des forêts auraient été rayées de la carte. Pour son directeur Yessik Amundian, les autorités doivent prendre des mesures fortes pour sauvegarder ce qu'il reste de l'environnement. Nous demandons au gouvernement régional et central d'appliquer immédiatement un moratoire sur les activités minières. Ce moratoire doit aussi être accompagné d'un audit environnemental afin que nous puissions dresser un état des lieux de la situation. Cet audit permettra à terme de nous assurer des efforts déployés pour protéger l'environnement. L'entreprise Petetima s'est engagée dans une politique de reboisement de ses anciennes mines. Une reforestation souvent réduite à néant par de nouveaux pilleurs. C'est de notre responsabilité de replanter. Lorsque nos concessions arrivent à expiration, nous devons les reboiser. Nous avons mis en place il y a 5 ans un plan de reforestation que nous avons mené à bien. Nous avons décidé de renouveler ce plan pour les 5 prochaines années. À raison de 500 hectares par an, nous allons replanter 2500 hectares de terre. D'après les données que nous avons récupérées auprès de la compagnie minière, 200 hectares de terre seulement ont été reboisés.
Elle continue pourtant de dire que son plan de réhabilitation a été un succès. En réalité, l'environnement est dans un état pitoyable. L'industrie minière est tout simplement en train de détruire Bangka. Rien ne semble pouvoir arrêter cette ruée vers l'étain. Pas même l'appauvrissement de la ressource. Le rythme effréné des forages a fini par épuiser les gisements. Alors les compagnies minières et les mineurs illégaux sont allés prospecter le long des côtes. En mer de Java, les filons sont si prometteurs que 60% de l'étain provient aujourd'hui de mines sous-marines. L'un des plus importants gisements a été découvert à Batu Belubang. Ici, la zone est si riche en minerais qu'elle a été baptisée la plage aux 1000 radeaux. Conséquence du pompage du sable à grande profondeur, la mer est boueuse, totalement trouble, recouvrant les rivages de glaise et de limon. Ici, c'est de la boue que l'on trouve au fond de l'eau et qui arrive directement sur la plage. En 1 heure de forage, ces radeaux peuvent générer une sédimentation de près de 200 mètres cubes de sable qui stagne ensuite partout dans la mer. Mineur depuis 3 ans, Achan ne se préoccupe guère de la pollution qu'il génère, pourvu qu'il extrait ses 10 kilos quotidiens. La mine est le premier moyen de subsistance pour gagner sa vie ici. J'aurais pu être pêcheur, mais je n'avais pas assez d'argent. Il en fallait pour acheter un gros bateau et espérer des revenus importants. C'est pour ça que j'ai décidé de devenir mineur. Au moins, l'investissement matériel est faible et je peux bien gagner ma vie. Chaque jour sur les plages, c'est le même balai. Des centaines de tonnes de cassitérite sont déchargées de barges qui font la navette avec des bateaux creusant au large. Comme le KIP-11, une usine flottante de 80 mètres de long. Elle fait partie d'une flotte de 53 navires appartenant à PT Tima. Aux commandes, le capitaine Missianto. Il coordonne ce jour-là une opération d'extraction à 32 mètres de profondeur. Objectif 600 kg de cassitérite à remonter. Pour extraire l'étain, nous utilisons une tête foreuse placée au bout d'une tige qui broie le sous-sol marin. Une fois que les matériaux ont été concassés, une pompe aspire le mélange de sable, d'eau et de roche. Et elle envoie sur le pont où il sera tamisé. Cette campagne de forage va durer 10 jours, sans interruption 24 heures sur 24. D'autres navires prendront ensuite la relève et exploiteront le gisement jusqu'à son épuisement. Alors que nous nous apprêtons à filmer sur le pont arrière les tonnes de boue rejetées à la mer, l'attaché de presse de la compagnie nous demande d'arrêter notre caméra. Nous interrogeons alors le capitaine Missianto sur les conséquences de ce forage sur l'environnement. Il est visiblement embarrassé. C'est de nouveau l'attaché de presse qui intervient. Il ne peut pas vous répondre. Je suis désolée. Ce n'est pas son rôle de vous expliquer ça. Il peut juste vous parler de l'opération, mais pas de l'impact sur l'écosystème. La sédimentation est en train de polluer tout l'écosystème marin de Bangka. Le sable recouvre tout. Il étouffe le corail et finit par tuer les récifs. La conséquence, c'est que les poissons qui s'y réfugient sont obligés de changer d'habitat et de se déplacer plus loin au large. Le problème est grave, surtout pour les pêcheurs qui travaillent dans ces zones exploitées par les mines. Les pêcheurs vivent mal cette cohabitation forcée, à l'origine, selon eux, d'une baisse de la ressource halieutique. Il y a quelques mois, le village de Matras a été l'épicentre d'une fronde menée contre les mineurs. À sa tête, Yaman Black, membre du mouvement de protection des pêcheurs. Il a manifesté plusieurs fois pour réclamer l'arrêt des mines et la protection du littoral. Il y va, selon lui, de la survie des 45 000 pêcheurs de Bangka.
Nous nous battrons le temps qu'il faudra pour que le gouvernement agisse. Nous continuerons à protester devant le palais du gouverneur de la province. Nous lui avons demandé de mettre un terme aux mines illégales qui se trouvent au large de la plage de Matras. On se sent délaissé dans notre combat. Les autorités ont été très lentes à aider les pêcheurs locaux. Jusqu'à présent, nous n'avons pas pensé à changer notre mode de vie. Je continuerai d'aller en mer car la ressource en poisson ne s'épuisera jamais. Contrairement à l'exploitation minière qui n'est pas durable. Mais pour que tout devienne comme avant, il faut que les mines disparaissent. Il faut vraiment qu'elles disparaissent. Les pêcheurs de Bangka ont le vague à l'âme. Dharma, 56 ans, a connu les pêches miraculeuses, puis peu à peu les pêches désastreuses. Ce matin, s'il veut prendre du poisson, il doit jeter ses lignes au-delà des zones de forage. Avant les débuts de l'exploitation minière, un pêcheur pouvait espérer de bons revenus. Ils ont depuis vraiment diminué. On attrapait du poisson et des calamars. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile d'en pêcher. Vous voyez, depuis qu'on est arrivé, je n'ai rien pris. Pourtant, habituellement, ici, la zone est riche en maquereaux. Est-ce que je pourrais changer de métier? Oui, mais j'ai pas d'autres compétences. Je sais rien faire d'autre à part pêcher. Même si l'activité minière n'était pas complètement arrêtée, elle pourrait être au moins réduite. Il y aurait alors une chance que la mer retrouve son état normal. Mais si les conditions ne changent pas, nous n'attraperons plus rien et nous devrons tout arrêter. Il n'y aura pas d'espoir. Dharma n'a pas fini de croiser ses embarcations de malheur. Attirés par de plus gros profits, de plus en plus de pêcheurs décident de devenir mineurs. Ils ont transformé leurs bateaux et naviguent en grappe, arrimés les uns aux autres. Cela leur permet d'explorer le gisement sur une plus grande surface. À bord, l'odeur du fioul des moteurs vous prend à la gorge. Sur les ponts, plus de filets ni de nasses, mais des rampes de lavage. Ici, la technique d'extraction est différente. Chaque équipage a son plongeur. Respirant à l'aide d'un tuyau d'arrosage fixé dans son masque, il pompe le sable au fond de l'eau à 12 mètres de profondeur. Après une plongée de 2 heures, Abdulrahman, 34 ans, remonte complètement groggy. Mineur plongeur depuis 6 ans, il risque sa vie à chaque descente. Si vous n'avez pas d'expérience en tant que plongeur, cela peut être vraiment dangereux. Il y a souvent des victimes ensevelies sous le sable. Je me souviens qu'un jour, nous étions plusieurs à creuser sous l'eau. Il y a eu un affaissement. Un de mes amis s'est retrouvé enterré, pris au piège. Nous sommes descendus à 3 pour le sortir de là. Nous avons réussi à le tirer, mais il était déjà mort. Bien sûr que j'ai peur quand je plonge. C'est pour ça que je dis toujours une prière avant de commencer à travailler. Quand je remonte, je remercie aussi Dieu de m'avoir gardé en vie. À l'écart des mines et des forages, quelques sites sont encore préservés de la pollution. Dans l'est de l'île, les plages de Tanjung Pesona offrent un décor de carte postale prisé des touristes. Ten Johannes est directeur d'un complexe hôtelier. Niché dans une nature luxuriante, son établissement compte 50 chambres et plusieurs villas privées. Un environnement menacé selon lui par l'arrivée de bateaux le long de la côte. Nous sommes ici sur la plage de l'hôtel. Vous voyez, le sable est propre, la mer est propre. On peut voir aussi qu'il y a beaucoup de bateaux à l'horizon. Ces bateaux font de l'extraction d'étain. Cela m'inquiète. Parce qu'un client est venu se plaindre car la mer est polluée. Ce n'est pas bon qu'il y ait du carburant dans l'eau.
Ça ne donne vraiment pas envie à nos clients d'aller nager. Depuis plusieurs mois, il observe une baisse de fréquentation. Sa clientèle indonésienne et australienne se fait plus rare, un manque à gagner important préjudiciable à son activité. Voici l'une de nos suites que nous réservons à nos clients venant à Tanjung Pesona. Ils sont souvent impressionnés par la chambre et par la plage. Malheureusement, cette impression est gâchée à cause des nombreuses mines d'étain illégales. Elle nous cause vraiment du tort à mes clients et moi. À force, on ne pourra bientôt plus travailler. Et on le regrettera tous. Dans le nord de l'île, la baie de Kelabat abrite plusieurs îlots paradisiaques, comme Pulau Putri, l'île princesse en indonésien. Il y a quelques mois encore, elle était cernée de radeaux et de bateaux forant les fonds marins. Membre de l'ONG Kompala, Ari Darmansyah n'a pas hésité à défendre ses eaux turquoises contre les mineurs. Les membres de Kompala sont très actifs à Bangka et nous essayons d'avoir une approche amicale avec les mineurs. Nous sommes allés les voir pour leur faire comprendre que leur activité minière n'est pas autorisée car elle nuit à l'écosystème de l'île. En plongeant ici, nous avons constaté que les récifs de corail étaient recouverts de boue. Cependant, nous n'avons pas porté de jugement hâtif sur l'origine de cette sédimentation. Nous avons donc mené des études pour vérifier l'état de l'estuaire. Jusqu'à présent, il était propre. Nous sommes alors montés à bord de radeaux d'extraction pour prélever les boues rejetées à la mer et qui dérivent avec le courant. On les a analysés et on les a comparés avec les sédiments trouvés sur le corail. On a pu en conclure que c'étaient les mêmes et que la pollution provenait donc de l'activité minière. Ari Darmansyah s'est lancé dans une vaste opération de sauvetage. Repiquer dans la baie plus d'une centaine de plants de corail. Bien sûr, nous comprenons que les habitants de Bangka veuillent gagner leur vie grâce aux mines. Mais nous espérons que le gouvernement reverra à la baisse le nombre de concessions accordées. Il doit créer des zones réservées à l'extraction et des zones naturelles protégées. Il doit aussi créer suffisamment d'emplois en dehors de l'activité minière, car sinon, cela ne s'arrêtera jamais. Le gouvernement doit s'impliquer dans la préservation de l'environnement. Nous n'avons pas hérité de cette île, nous l'empruntons et nous devons la transmettre aux générations futures. Le combat pour sauver Bangka est loin d'être gagné. L'île dépend largement de l'industrie minière. 60% de son économie repose sur l'exploitation de l'étain. Ni la pêche, ni l'agriculture intensive ne pourront compenser la perte d'une telle manne financière. Les mineurs continueront donc de creuser, jusqu'à ce que Bangka devienne à jamais un paradis perdu.